Salut, je m'appelle Narcisse Wanji, je suis réalisateur et je vous invite à suivre nos cultures. Je m'appelle Dorine Loulachitse, je suis directrice générale d'Africalia et je vous invite à suivre nos cultures. Bonjour, je suis Malik Kébé, je suis le directeur général du Fonds de développement des arts et de la culture de Guinée. Faites comme moi, suivons les actualités de nos cultures. Bonjour, bienvenue au Forum culturel. Aujourd'hui, nous abordons le thème investir dans la culture, comment et garantir une croissance durable des SCC. Ce panel est co-organisé par Africalia et le Forum culturel, une collaboration qui s'inscrit dans le cadre du 25e anniversaire d'Africalia. C'est 25 ans de coopération au développement culturel et de soutien aux industries culturelles et créatives en Afrique. Tout au long de l'année, des événements exceptionnels sont organisés sur le continent africain, mais aussi en Belgique, ainsi qu'en ligne, à l'instar de cette série de panels avec le Forum culturel. Africalia se tourne ainsi vers l'avenir, ouvre la discussion sur les défis et les opportunités contemporaines pour les industries culturelles et créatives africaines. Rappelons que les ICC constituent un pilier important du développement économique et durable. Pour réaliser leur plein potentiel, ils ont besoin de moyens financiers, de compétences, d'infrastructures adéquates. Aujourd'hui, avec nous pour en parler, 3 acteurs culturels experts, mais aussi entrepreneurs dans le secteur culturel africain. Avec nous, Luc Maïtoukou, il est directeur de Zoo Culture à Dakar, expert renommé dans les ICC en Afrique, en tant que manager, mais aussi d'agent d'artistes. Il possède une connaissance approfondie des défis, opportunités dans le secteur des arts et du spectacle vivant, mais aussi dans l'entrepreneuriat culturel sur notre continent. Il a plusieurs années d'expérience dans la mise en œuvre de projets, de programmes culturels, mais aussi dans l'organisation d'événements et de festivals. Il a également contribué à de nombreuses études clés pour le secteur. Nous avons aussi Yari Kamara. Elle est chercheuse indépendante en politique culturelle, écrivaine et traductrice. Elle fournit des recherches et des conseils stratégiques, notamment relatifs au développement du secteur culturel. Elle a déjà travaillé avec des décideurs au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Gambie, au Kenya, au Zimbabwe aussi, ainsi qu'avec des institutions couvrant la région africaine. Membre de la Banque d'expertise de la Convention 2005 de l'UNESCO, elle est autrice du chapitre Culture et développement durable dans le rapport 2022 de l'UNESCO, Repenser les politiques en faveur de la créativité. Elle est co-autrice du rapport phare de l'UNESCO en 2023 qui porte sur le secteur de la mode en Afrique.
Notre troisième intervenante, elle est fondatrice de la marque Funky Fashion House, créée en 2020. Pamela Nziasiko est dans le secteur de la mode depuis plus d'une dizaine d'années. Après une carrière remarquée en tant que mannequin, elle crée maintenant des vêtements modernes et durables, en utilisant des matériaux naturels provenant des textiles made in Africa. Lauréate de plusieurs prix, au Bénin mais aussi d'ailleurs, tel le prix de la reconnaissance du mérite de la promotion de la culture africaine en 2021. En 2022, elle crée l'association Funky for Women, avec laquelle elle met en place un accompagnement en leadership féminin pour les jeunes femmes en situation de précarité. Sans trop tarder, nous passons aux questions. La première, elle est relative au cadre et aux enjeux de financement des ICC. Ma question, elle s'adresse à Luc en premier lieu, et c'est pourquoi les ICC sont-elles si stratégiques pour le développement économique durable en Afrique? Luc, à toi la parole. Bonjour Leïla, merci Bonjour. de me faire la primeur d'ouvrir voilà, cette discussion-là, et merci à nos cultures pour cette invitation. Oui, pourquoi on se dit qu'il y a cette particularité-là des ICC, mais tout simplement par la constitution même des industries culturelles et créatives, nous savons qu'elles ne fonctionnent pas forcément comme beaucoup d'autres secteurs, tout simplement parce que dès le début, on parle de création, de créativité. Et donc, nous parlons d'exploiter des produits, d'exploiter ou de produire en tout cas des biens et produits culturels qui sont déjà protégés qui sont aussi protégés par la propriété intellectuelle, mais quelquefois qui ont un écosystème assez particulier, puisqu'on allie vraiment une chaîne de valeur qui part de la création d'œuvres ou de produits, de la production et de cette commercialisation sur le terrain, mais avec beaucoup d'embranchements, beaucoup de métiers qui influencent le même produit. Et je dis toujours une chose, les biens et les produits culturels sont pour certains les seuls au monde où on peut les vendre tout en les gardant. Donc, on peut avoir cette marque, on peut la vendre, on peut la prêter, mais on peut aussi y produire beaucoup d'événements, beaucoup de produits. Et aujourd'hui, effectivement, financer ces industries culturelles et créatives, il y a quand même un procédé, il y a une méthode. Ce n'est pas un bien comme les autres, hein. Il faut vraiment non seulement travailler sur quand on parle de financement, on reviendra dessus, c'est financer aussi les acteurs, c'est financer leur modèle de production, c'est financer aussi la vie d'œuvres en termes d'édition, en termes de marque, etc. Donc voilà pourquoi le financement des ICC est assez particulier aujourd'hui. Et comment définiriez-vous les spécificités des ICC par rapport aux autres secteurs économiques, en termes de financement notamment? Alors, déjà, je voudrais dire qu'on s'adresse à des créateurs qui ont leur propriété intellectuelle sur les œuvres qu'ils vont produire. Donc, quand on investit dans les ICC, on tient compte de cette propriété intellectuelle. Et bien sûr, on est auxiliaire pour produire, l'investisseur vient faire du business sur la propriété intellectuelle. Et donc, il doit respecter cette propriété intellectuelle. Ce n'est pas parce qu'il investit pour que ça soit mis sur le marché que ça lui appartient. La propriété intellectuelle, le droit moral va rester. Et en termes d'investissement, c'est une chose dont il faut tenir compte. Donc ça, c'est une première spécificité dont il faut tenir compte. Et la deuxième spécificité dont il faut tenir compte, c'est qu'on n'investit pas simplement sur des processus de production, mais on investit aussi sur les acteurs, les opérateurs culturels, et notamment pour leur formation en tant qu'entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, on a beau mettre énormément d'argent pour produire, mais si l'entrepreneur culturel n'a pas cette capacité-là à entreprendre, à gérer, à développer, à réinvestir, l'investissement, il sera visible au début, mais après, il n'aura aucun impact. Donc, on recherche de l'impact, pas simplement de l'impact économique, mais aussi, et ça c'est la grosse spécificité, de l'impact social, un impact culturel. Et c'est là où investir dans les industries culturelles créatives a cette spécificité-là, parce qu'on ne recherche pas simplement l'économique, mais aussi tous les effets induits en termes d'identité culturelle, d'impact social. Merci Luc. Yari, as-tu un ajout en ce sens? Oui, peut-être pour revenir sur la question pourquoi l'investissement dans les ICC est si stratégique. Je pense que Luc a déjà bien soulevé des éléments clés. Je vais juste donner aussi quelques chiffres
en termes de qu'est-ce que les ICC au niveau mondial représentent en termes de revenus, en termes des emplois. Donc, les derniers chiffres qui sont disponibles à la fois de l'UNESCO et de UNCTAD, mais les secteurs, la génération de revenus des ICC au niveau mondial à 2,3 trillions de dollars et la création des emplois à 6,2%. Donc, c'est un secteur non négligeable en termes de génération de revenus, en termes de création d'emplois. Et on constate aussi que beaucoup de pays africains qui ont ces données ont un pourcentage d'emplois dans les ICC en fait supérieur aux moyennes internationales, avec une moyenne autour de 8,2%. En Afrique aussi, les ICC, bien évidemment, sont un élément clé dans les tourismes culturels. Et il y a de plus en plus de pays africains qui s'intéressent à la diversification de les secteurs touristiques qui sont souvent basés sur la nature. Et donc, cette alliance tourisme-culture permet au secteur touristique d'aller plus loin dans la création d'emplois, mais également pour les retombées culturelles, dont Luc a déjà évoqué, culturelles et identitaires pour les populations locales. Donc voilà, c'est clair que les secteurs culturels et créatifs donc, représentent une avenue réellement intéressante pour répondre aux défis de l'augmentation de la jeunesse, ces fameux youth bulge, et donc les besoins énormes en termes de création d'emplois pour les États africains. En plus, voilà, c'est un secteur d'activité qui en soi contribue à l'autoréalisation des jeunes, à leur expression ainsi qu'à leur éducation. Donc, ça, comme Luc a commencé à dire, ça va au-delà de l'économique à contribuer au bien-être au sens large. Ça contribue à la construction des identités nationales et sous-régionales. Si les activités culturelles sont bien distribuées sur le territoire national et accessibles aux populations, même aux couches défavorables, ça contribue aussi énormément à la cohésion sociale, au maintien de liens sociaux. Et enfin, je dirais que c'est un secteur qui permet aux Africains aujourd'hui de reprendre en main les récits de leur continent, de se raconter eux-mêmes au monde, plutôt que de rester enfermés dans les stéréotypes construits ailleurs. Merci Harry. On voit que l'enjeu de narratif est toujours omniprésent, il est toujours au cœur des débats, donc, surtout en 2025. Merci beaucoup Harry. À Pamela, ma question s'adresse à présent. En tant qu'entrepreneur dans la mode, quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés pour accéder à des financements? Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de vos expériences? Bonjour Leïla, bonjour à tous. Merci beaucoup déjà pour cette belle plateforme où on peut échanger sur les questions importantes sur les ICC. Alors, pour ce qui est de l'investissement, je dirais que c'est surtout à l'étape de création de l'entreprise que le challenge il est grand. Parce que vous avez l'idée, vous avez envie de vous lancer, mais on ne croit pas forcément à cette idée-là. On ne croit pas forcément que cela peut être porteur et que cela peut justement créer de la valeur, créer de la richesse. Et dans ce cadre-là, souvent on nous dit il faut peut-être faire appel à des proches qui croient en votre idée et qui peuvent investir. On appelle ça le love money. Et ou parce que de toute façon, les banques, il faut bien sûr des garanties. Il faut des biens et tout. Il faut des garanties pour avoir des prêts bancaires, ce qui n'est pas évident. Et dans ce cadre-là, lorsque vous allez même vers le love money, ce n'est pas toujours évident parce que une fois que les gens n'ont pas vu ce que vous pouvez faire, ils n'y croient pas trop parce que là, c'est dans votre tête. Les gens ne voient pas vraiment ce que vous vous imaginez, la vision que vous avez. Et moi, personnellement, j'ai essayé toutes ces options-là, mais ça n'a pas marché. Donc, j'étais employée dans une entreprise. J'ai dû faire des économies, commencer justement sur la base de mes économies-là. Étant dans le secteur de la mode, j'ai investi donc dans la production de quelques prototypes. Et j'ai également pu faire des shootings photos, etc., pour montrer justement de quoi j'étais capable.
Et c'est ainsi que j'ai lancé Funke sur fonds propres. Et c'est au bout de quelques mois que justement mes proches ont remarqué que finalement, ça commençait à prendre, le rendu était beau, le fait d'avoir justement lancé, parce que je n'avais pas vraiment de grands moyens, donc j'ai lancé sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Et que j'ai commencé à avoir des clients rien que par ces différents moyens-là. Cela a fait que mes proches ont commencé à se dire, ah, finalement, il y a quelque chose d'intéressant là qu'on peut creuser. Et ils m'ont donc aidé à continuer jusqu'à un certain moment. Et heureusement, on va dire, depuis quelques années quand même, il y a un certain accompagnement à l'entrepreneuriat en Afrique. Notamment, lorsque vous êtes une femme, vous avez quand même certaines chances parce qu'il y a l'inclusion genre aujourd'hui. Et au bout d'1 an de création de la marque Funke, j'ai eu l'opportunité de pouvoir participer à l'appel à candidature de la fondation Tony Elumelu, qui est une fondation nigériane. La fondation Tony Elumelu, que le fondateur de la banque UBA a lancée pour aider justement des jeunes en Afrique à l'étape de soit d'idées ou au bout d'1 an, 2 ans de création. J'ai candidaté et au bout d'un certain processus, j'ai été retenue parmi des centaines quand même de jeunes sur le continent. Et cela a aidé à pouvoir insuffler encore plus de vie à la marque et à pouvoir passer à d'autres étapes au niveau de la marque. Donc, voilà, pour mon expérience, je dirais qu'à l'étape d'idée, ce n'est pas évident, mais que dès que vous montrez de quoi vous êtes capable et la force de votre proposition, sur le marché, les gens commencent à vraiment vous faire confiance et jusqu'à ce que vous puissiez justement, comme moi, bénéficier de l'accompagnement de Afrique Créative qui nous a vraiment permis de passer à un autre niveau, tant au niveau de la production que de l'imposition de la marque sur le marché national et international. Merci pour ce partage d'expérience, Pamela. Et au bout de combien de temps vous avez pu observer en fait des retombées concrètes, mais aussi de la rentabilité pour pouvoir poursuivre vos projets? Alors, je vais dire que c'était au bout de 3 ans quand même, parce que au bout d'1 année, j'ai pu avoir l'accompagnement de la fondation Tony Elumelu, ce qui nous a permis de pouvoir renforcer l'aspect production et au niveau de la fourniture également des matières premières. Et on a continué parce qu'au début, c'est bien sûr beaucoup d'investissements dans l'équipement, dans le personnel, l'équipe qui va travailler à donner vie à la vision. Donc, au début, pendant les 3 premières années, c'était vraiment beaucoup d'investissement. Et c'est au bout de 3 ans, justement, qu'on a réussi à avoir vraiment quelque chose de solide qui puisse créer vraiment, sur le plan financier, de la viabilité et de la richesse. Merci beaucoup, Pamela. C'est moi. Pour la 4e question, on va revenir à Luc. Et je voudrais savoir, en fait, existe-t-il des modèles de financement innovants que vous avez observés sur le terrain et qui sont particulièrement adaptés à nos réalités, aux réalités africaines des ICC? Est-ce que vous avez des exemples? Alors, c'est vrai que depuis quelques années, nous parlons de financement innovant, mais je voulais déjà définir, quand on parle de financement innovant, qu'est-ce que ça veut dire réellement pour les industries culturelles et créatives. Quand cette solution est arrivée, on a vu apparaître justement certains financements à travers, par exemple, le crowdfunding, donc le financement participatif. Et on se disait que c'était un financement innovant pour les industries culturelles et créatives parce que ce mode de financement permettait à toute personne, en tout cas, qui s'intéressait ou qui aimait une activité dans les ICC, pouvait y contribuer de manière volontaire et quelquefois sans retour sur investissement. Alors, ce financement participatif a été beaucoup utilisé. Donc, on parle beaucoup de crowdfunding, avec beaucoup de modèles, avec des modèles où on rétribue, où on donne des cadeaux, ou tout simplement, ça se transforme un peu en mécénat. Mais aujourd'hui, les financements innovants qu'on voit de plus en plus dans les ICC, c'est cette capacité-là à pouvoir aller générer du financement, quelquefois par l'activité elle-même.
Et quand je dis ça, c'est si je vais prendre des exemples dans certains secteurs, aujourd'hui, beaucoup dans l'édition, par exemple, de plus en plus avec la difficulté des contrats, comptes d'auteur, etc., on a de plus en plus de l'auto-édition. Alors, cette auto-édition, même s'ils ne sont pas spécialistes eux-mêmes dans l'édition, mais ils peuvent financer tout le processus de production. Donc, les entrepreneurs vont aller chercher de l'argent pour s'autoproduire. Et cela arrive aussi dans le secteur de la musique, où une grosse partie de la production musicale, aujourd'hui, appartient aux auteurs eux-mêmes, parce qu'ils investissent eux-mêmes au départ, au moins jusqu'à la production. Et après, les questions de commercialisation peuvent être confiées à d'autres personnes. Aujourd'hui, d'autres modèles innovants qui existent, ce sont les partenariats. Le partenariat public-privé, où on n'attend pas simplement de l'État d'avoir un financement pour une opération, mais on dit à l'État, on fait un partenariat. Je prends en charge telle partie, vous prenez en charge telle partie. Et aujourd'hui, grâce à des fonds qui sont mis en place, notamment, je donnerai un exemple précis, le FOPICA, qui est le fonds de promotion, en tout cas dans le secteur du cinéma au Sénégal, voilà, soutient le cinéma sénégalais, mais il y a un investissement de la part aussi des producteurs eux-mêmes. Donc, c'est vraiment un partenariat public-privé qui est important, qui est intéressant. Et ça, on est en train de le voir de plus en plus dans beaucoup de pays où, à travers les directions des arts ou les ministères de la culture, peuvent apporter des fonds sectoriels, donc par secteur d'activité. Bien sûr qu'il y a des fonds d'appui à la culture, on en voit beaucoup, mais on a de plus en plus des fonds sectoriels, donc qui appuient un secteur précis, notamment celui du cinéma, mais à l'intérieur du fonds pour le cinéma, on va choisir un maillon de la chaîne de valeur. Donc, on peut appuyer la création, on peut appuyer juste la pré-production ou on peut appuyer juste la post-production. Donc, aujourd'hui, pour moi, l'innovation va dans cela, où on détermine un maillon de la chaîne de valeur et on y apporte un financement précis parce qu'au départ, on a détecté que c'est le maillon faible qu'il faut soutenir. Aujourd'hui, je dis, en Afrique, pour la créativité, on n'a pas besoin de fonds. L'Afrique est créative. Elle est vraiment créative. Les idées sont là. Mais aujourd'hui, dans certains secteurs où les fonds, on en a besoin beaucoup plus à l'entrée, à l'investissement. Et il y en a plutôt, c'est à la sortie. Donc, pour moi, l'innovation, c'est surtout dans le choix de l'investissement pour éviter, moi, ce que j'appelle le saupoudrage. On reviendra peut-être sur les programmes tout à l'heure, mais il faudrait que l'investissement soit efficace, qu'il porte ses fruits et qu'il permette un retour d'investissement pour tous ceux qui ont intervenu sur la chaîne. Donc aujourd'hui, pour moi, les financements, c'est des financements à impact social qu'on devrait avoir. Aujourd'hui, le numérique permet, aujourd'hui, grâce à la monétisation, de pouvoir créer un système de génération de valeur. La monétisation, c'est quelque chose d'important et elle peut être directe, on peut la contrôler. Bien sûr qu'il y a une grosse partie qu'on ne contrôlera jamais, mais au moins, on peut avoir une traçabilité sur les espaces de diffusion ou de vente, mais aussi sur les revenus qui vont rentrer. Et donc, pour moi, le digital, le numérique aujourd'hui, c'est vraiment l'innovation dans le financement parce qu'on peut contrôler, on peut générer des statistiques et on peut monter des stratégies de plus en plus précises sur les clients, sur les modes de consommation. Donc, pour moi, l'innovation dans les financements des ICC vient surtout de ce côté-là. Très bien, parce que cela reste quantifiable, je suppose aussi. Ça reste quantifiable et on peut mesurer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à chacun des processus de la statistique qui est générée automatiquement. Très bien, merci beaucoup Luc. Pour Yari, comment peut-on convaincre les institutions financières d'investir dans les ICC? Souvent, c'est perçu comme un secteur à risque. Y a-t-il des arguments, des données clés aussi qui peuvent faire toute la différence? Oui, je pense qu'il y a toujours pas mal de pédagogie à faire, car on constate qu'il y a toujours une méconnaissance, des fois presque totale, de certaines franges des institutions financières classiques, donc les banques et peut-être les investisseurs en equity, sur le fonctionnement des différentes filières culturelles et créatives
souvent, ils ignorent qu'au niveau international, beaucoup de plus grandes sociétés relèvent du secteur ICC. Si on parle de Disney aux États-Unis, Spotify, le FNAC en France ou LVMH ou d'autres grandes maisons de mode. Donc, je pense qu'il y a toujours besoin d'avoir cette pédagogie pour que les secteurs ne sont pas si étrangères. Et en plus de parler de success stories d'ailleurs, il faut surtout parler des success stories africaines qui commencent à émerger. Et dans ce sens, les Proparco, qui gèrent un programme d'investissement dans les ICC en Afrique qui s'appelle Crea Fund, l'année dernière a publié 10 études de cas de success stories africaines, des entreprises dans le secteur ICC. Donc, parmi lesquelles on avait dans la filière musique Marvin Records du Nigeria, Africori d'Afrique du Sud. Dans l'audiovisuel, il y avait Marodi TV du Sénégal, Filmhouse Group du Nigeria. Dans le secteur de la mode, Vivo Fashion au Kenya et Christy Brown au Ghana. Et les études de cas détaillaient comment ces entreprises, donc qui pour la plupart ont des revenus annuels supérieurs à 1 million de dollars et qui emploient des centaines de personnes. Donc, les études de cas détaillent comment ils ont financé leur démarrage. Tout à l'heure, Pamela disait le plus difficile pour elle, c'était les démarrages, convaincre les banques, les financières d'avoir confiance en elles. Et les études de cas détaillent aussi comment les entreprises ont financé leur croissance. Donc, cela permet aux institutions financières de comprendre réellement qu'est-ce qu'ils sont en train de rater en termes d'opportunités d'investissement, car plusieurs de ces success stories ont pris des exits anticipés, c'est-à-dire qu'ils ont vendu la majorité de leurs actions à des sociétés étrangères. Donc, par exemple, Africori, qui est dans la distribution de la musique en Afrique du Sud, a vendu des parts majoritaires à je pense que c'est Warner Music, j'espère que je ne me trompe pas, car ces sociétés ne trouvaient pas de financement adéquat sur le marché africain. Donc, ce sont des sociétés étrangères qui ont perçu l'intérêt de ces entreprises culturelles africaines, là où le secteur financier à l'époque, on espère que ça commence vraiment à évoluer, mais le secteur financier à l'époque n'a pas pu. Donc voilà, je pense que la pédagogie est toujours important. Il faut plus d'apprentissage sur la base des cas réels pour que le secteur financier soit en mesure de mieux juger la juste valeur ou le juste potentiel des ICC africains. Et il faut aussi qu'on commence à avoir des témoignages qui venant de ceux qui financent eux-mêmes, des banques qui ont commencé à donner des crédits aux entreprises culturelles, des equity investisseurs qui commencent à investir. Il faut aussi qu'on entende leur retour d'expérience. Comment est-ce qu'ils ont identifié les entreprises créatives dans lesquelles ils ont investi? Quelles sont les approches qu'ils ont utilisées? Qu'est-ce qu'ils ont appris? En plus à cela, je pense qu'il faut quand même que l'État aussi offre des incitations. C'est vrai que Luc a présenté, soulevé différents mécanismes d'autofinancement ou du crowdfunding qui permet de pallier éventuellement une absence de financement de la part de l'État, mais il a aussi évoqué les fonds que de plus en plus d'États sont en train de créer, heureusement. Et en fait, il faut que l'État offre des incitations aussi aux institutions financières, soit des mécanismes de partage de risques,
soit des interventions qui permettent à alléger les taux d'intérêt, parce qu'il faut dire que les taux d'intérêt en Afrique sont relativement élevés comparés à d'autres régions du monde, et les délais de remboursement demandés par des institutions financières classiques sont assez courts, tandis que la plupart des filières culturelles et créatives, en fait, ils ont besoin de financement patient. Une maison de production de musique, avec les produits culturels, on ne peut jamais être assuré de succès. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir le temps pour créer une portefeuille assez large, parce qu'on va avoir des flops avant qu'on aille les hits qui permettent de rentabiliser tous les investissements. Donc voilà, ils ont besoin quand même, la plupart des filières culturelles ont besoin d'un financement assez patient, sur 5 à 6 ans, voire plus, et aussi avec des taux d'intérêt moins élevés de ce qu'on trouve souvent sur les marchés financiers. Merci, Harry. Juste pour rebondir sur ce que Luc disait sur la prolifération de fonds, moi, je fais l'exercice récemment de recenser les nombres de fonds pour les cinémas en Afrique, donc des fonds mis en place par les États. Et j'étais positivement surpris de trouver qu'on est actuellement à une vingtaine de pays qui ont lancé des fonds. Et ça va de grands pays du cinéma comme les FOPICA au Sénégal, mais aussi des pays dont on ne pense pas forcément quand on pense cinéma, comme les Botswana ou le Rwanda. Voilà, donc il y a des petits signaux qui donnent espoir. Est-ce que les États sont en train de prendre en main de plus en plus un peu le financement de leurs ICC? Donc, il y a un rôle majeur aussi pour les pouvoirs publics qui peuvent jouer pour favoriser l'accès au financement. Absolument, absolument. Donc là, je parlais des incitations, des mécanismes de partage des risques pour inciter plus d'investisseurs de prendre le pas. Mais en même temps, c'est aussi important que les pouvoirs publics eux-mêmes financent les ICC. Donc là, on a parlé de fonds cinéma, mais il faut des fonds, en fait, il faut des mécanismes de financement pour tous les sous-secteurs. C'est évident que les publics ne pourraient pas couvrir tous les besoins, mais il est important que l'État participe dans les financements de manière conséquente pour que cela puisse avoir un effet déclencheur. Parfait. Merci, Yara. Et comment pouvons-nous améliorer la coopération entre les secteurs publics, le secteur privé, la société civile pour un financement plus efficace? Je pose la question à toi, par la suite aussi à Luc. Excuse-moi, vous pouvez répondre, Leila? Bien sûr, Yari. En fait, comment pouvons-nous améliorer la coopération entre les différents secteurs publics, mais aussi secteur privé et la société civile? Oui, tout à l'heure, Luc a évoqué la question des informations, des données. Et c'est vrai que la digitalisation offre une opportunité assez intéressante pour accéder aux données. Mais en fait, pour pouvoir rassurer à la fois les investisseurs, les secteurs bancaires, et aussi permettre aux opérateurs de différents secteurs de mieux se positionner dans leur secteur, on a besoin de mieux comprendre les filières, d'avoir plus de données sur combien de streams les artistes botswanais ont eu, dans quel pays, quelle est les publics qui vont en concert en Côte d'Ivoire. On a besoin de ces données. Et souvent, c'est rare que seuls
le secteur public ou seul le secteur privé peuvent les collecter. Et donc là, je pense que c'est un secteur de coopération, de collaboration, secteur privé, société civile, État, assez intéressant pour rendre disponibles ces données. Et je vais juste donner l'exemple du Nigeria où, par exemple, depuis quelques années, on a un distributeur de films qui publie chaque année les box office results, donc les entrées en salle des cinémas. Et on constate avec l'accessibilité de ces données, il y a de plus en plus de fonds d'investissement privés qui commencent à se mettre en place. L'État a commencé, là je pourrais revenir sur cette étude de cas pour le Nigeria pour détailler un peu qu'est-ce que les financements de l'État peut déclencher. Mais là, maintenant, on voit plus en plus de fonds privés qui se lancent au Nigeria. Parce qu'il y a plus de données disponibles. Il y a les box-office, il y a les PricewaterhouseCoopers qui publient tous les 3-4 ans les Africa Entertainment and Media Outlook qui contient des données chiffrées et très intéressantes pour les Nigériens ainsi que pour l'Afrique du Sud et les Kenyans. Donc, la disponibilité des données, en fait, ça rassure, ça permet aux investisseurs de mieux comprendre le secteur, d'être rassurés sur les discours, sur le potentiel de croissance de ce secteur. Là, ils peuvent avoir des chiffres qui confirment cela. Voilà, donc je mettrai ça en avant comme un des enjeux de partenariat entre secteur public et secteur privé. Merci beaucoup. Merci, Yari. Luc, un commentaire? Oui, ou un complément d'information? Exactement. Yari a longuement justement évoqué les atouts de ce partenariat secteur public-privé qui sont très importants. Une chose qu'elle a dit qui est très importante, c'est aussi ces données, la disponibilité de données. Parce que sans ces données-là, il est d'une part difficile de mesurer le poids économique des ICC dans les économies des pays, parce que les gouvernements, ce qui les intéresse, c'est aussi comment est-ce que les ICC pourraient contribuer justement au développement économique. Et donc, aujourd'hui, l'État devrait pouvoir créer cet environnement qui pourrait permettre aux ICC d'intervenir, mais d'impacter réellement le poids économique justement de ces pays, le développement économique de ces pays-là. Et aujourd'hui, la collecte de données, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, l'État, on dit toujours que l'État peut vouloir intervenir, mais si elle ne sait pas comment intervenir, si elle ne sait pas pourquoi c'est important d'intervenir sur les ICC, va peut-être intervenir de manière très très faible. Et aujourd'hui, les cas que Yari nous a donnés montrent totalement cette pertinence aujourd'hui de collecter des données. Et voilà pourquoi, dans certains pays aujourd'hui en Afrique, je l'ai vu, où les directions de la statistique s'intéressent de plus en plus, voilà, aux chiffres générés par les industries culturelles et créatives, que ce soit des événements, que ce soit la production dans la mode, dans le cinéma. Quand ils vont réussir à collecter ces chiffres-là et à les intégrer justement au calcul du PIB, là, on pourra commencer à voir des chiffres. Yari nous a donné tout à l'heure les chiffres mondiaux, ils sont énormes, la génération d'emplois, c'est énorme, mais ça, voilà pourquoi il faut ce partenariat public-privé qui est important. Aujourd'hui, on s'appuie sur des mécanismes de coopération bilatérale et multilatérale pour pouvoir permettre aux acteurs de bénéficier de certains fonds sur l'international. Mais ça ne suffit pas, il faudrait que localement, que ce partenariat fonctionne aussi dans l'assainissement de l'environnement dans lequel les acteurs vont travailler. Les questions de taxes, on en a parlé, les questions de taux d'intérêt avec les banques, qui sont énormes, sont des freins justement à ce développement-là. Et aujourd'hui, quand on se dit toujours qu'il faudrait qu'on fasse sortir les acteurs de l'informel, mais si le formel est considéré comme un frein pour les entrepreneurs eux-mêmes, parce que voilà, la fiscalité, les impôts peuvent alourdir, là, ça devient un problème. Donc, ce partenariat-là, pour moi, il est très, très, très important, mais il faut le structurer.
Et la société civile joue un rôle important parce qu'elle permet aussi d'apporter ce plaidoyer pour le secteur envers l'État, pour que les politiques culturelles, même si elles sont écrites, on met beaucoup d'argent pour rédiger des politiques culturelles, mais si elles ne sont pas mises en œuvre, c'est un coup d'épée dans l'eau. Merci beaucoup, Luc. Pour Pamela, justement, du point de vue d'une entrepreneur, quel type de soutien de l'État serait le plus utile? Merci Leïla. Je pense que Luc et Yari ont quand même dit l'essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui alourdit énormément le bilan, pour moi, ma petite expérience, c'est surtout au niveau fiscal. Parce qu'aujourd'hui, quand même, en fonction bien sûr des chiffres que vous faites de manière annuelle, il y a la fiscalité qui est là et il faut pouvoir être à jour justement au niveau fiscal. Et je pense que des incitations fiscales au niveau de l'État pourraient justement améliorer l'environnement entrepreneurial au niveau des ICC. Donc, c'est surtout, pour moi, c'est surtout les incitations fiscales. Et après, bien sûr, on peut avoir aussi des subventions, des fonds. Un fonds, par exemple, au Bénin, il y a un fonds d'accompagnement aux arts et à la culture. Et cela aide et encourage aussi, justement, tous ceux-là qui entreprennent au niveau de la culture, de se dire, ah oui, on peut avoir recours à ce fonds-là pour pouvoir, justement, mettre en œuvre nos différentes politiques de croissance au niveau de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est d'abord les incitations fiscales et ensuite les subventions à travers les fonds. Merci beaucoup, Pamela. Et donc, quel est le rôle des incubateurs ou les hubs culturels dans le secteur pour professionnaliser les acteurs? Donc, il y avait ton expérience aussi. J'aimerais aussi avoir l'avis de Luc sur la question. Alors, pour parler des incubateurs, il faut dire que les incubateurs aident énormément les entreprises déjà à dénicher les opportunités parce que ce sont justement les incubateurs qui sont en contact avec les différentes structures tant nationales qu'internationales et qui, derrière, vous disent « Ah oui, il y a telle opportunité, il faut aller vers cette opportunité de financement-là et aident par ailleurs aussi les entrepreneurs dans les ICC à pouvoir postuler au mieux à ces différentes offres des partenaires nationaux et internationaux. Donc, les incubateurs nous aident à peaufiner au mieux nos dossiers de candidature et et vraiment à être au mieux dans les conditions requises pour pouvoir accéder aux différents types de financement. Au-delà de ces opportunités-là, il y a aussi le fait que les incubateurs, en fonction des différents domaines, sont quand même en contact de tous les différents acteurs du secteur. Donc, lorsque, par exemple, vous avez besoin d'un partenaire dans le cadre de votre production et que vous en parlez à votre incubateur, il peut vous aider à trouver des partenaires fiables qui vont vous aider justement à relever vos différents défis. Donc, vraiment, les incubateurs jouent un rôle très important. Ils jouent un rôle non seulement pour trouver des opportunités, pour aider justement à arriver à avoir ces financements-là, mais en plus, au niveau également de la formation des équipes, parce que ces incubateurs ont de l'expertise pour tout ce qui est accompagnement dans la formation des équipes et trouver justement les bons partenaires, comme je le disais tantôt, pour pouvoir vraiment arriver à atteindre les objectifs de l'entreprise. Merci beaucoup, Pamela. Luc? Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'accompagnement dans les industries culturelles et créatives devrait se faire à au moins 3 volets. Accompagner les acteurs eux-mêmes, les faire monter en compétences. Compétences, ils ont déjà pour beaucoup la compétence qu'ils ont sur la création, la créativité, mais aussi la compétence de gestion d'entreprises culturelles et créatives, parce qu'on s'est toujours dit que dans beaucoup d'autres secteurs, il y a énormément de programmes où on va former les entrepreneurs à la gestion. Et c'est la même chose dans les entreprises culturelles et créatives. Si ces entrepreneurs sont soutenus pour leur production et qui ne sont pas accompagnés pour leurs propres compétences à gérer justement ces entreprises qui vont se développer, on va avoir un goulot d'étranglement à un certain moment. La deuxième chose, l'important, c'est des modèles économiques. Consolider des modèles économiques,
les rendre fiables et qu'ils soient adaptés au marché. Qu'ils soient adaptés au marché parce qu'aujourd'hui, bien sûr qu'on ne peut pas se lancer dans des affaires, dans du business, si on ne connaît pas le marché. Et aujourd'hui, les incubateurs servent à cela aussi. Et bien sûr, cet accès au marché peut passer aussi par ces incubateurs. Pamela le disait tout à l'heure. Et voilà pourquoi moi, je salue encore une fois cette stratégie depuis plusieurs années qui a été mise en place à travers des programmes mis en œuvre par Africalia, de pouvoir travailler pour tous les acteurs accompagnés qui les travaillent avec des incubateurs locaux qui connaissent l'environnement, qui connaissent le marché et qui peuvent justement faire ce parallèle entre les théories d'école, la compétence, mais aussi la réalité du marché. Et la réalité du marché est souvent un piège dans l'entrepreneuriat. Et voilà pourquoi on s'appuie sur ces incubateurs-là qui, pendant pas une semaine, 2 semaines, mais pendant plusieurs mois, et c'est là l'avantage du travail avec des incubateurs, pendant plusieurs mois, un suivi efficace peut être fait. Et là, on peut faire nos courbes d'évaluation et on peut évaluer, parce que in fine, c'est quoi? C'est aussi pouvoir évaluer le vrai besoin en termes d'investissement. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur cet entrepreneur? Comment est-ce qu'il faut l'accompagner? Aujourd'hui, les incubateurs jouent ce rôle-là. Et une chose, c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'incubateurs qui travaillent sur le secteur des arts et la culture. On a beaucoup d'incubateurs qui ont vraiment des compétences sur le développement général de beaucoup de secteurs. Et quand on va les voir pour le secteur de la culture, bien sûr, on fait aussi un accompagnement. Il faut les intéresser, qu'ils comprennent comment est-ce que les ICC fonctionnent, quelles sont les priorités, quelles sont les bases pour pouvoir accompagner efficacement tant sur le côté économique que sur le côté créatif. Merci Luc. Pour Yari, moi je voudrais savoir s'il y a une différence notable entre pays anglophones et pays francophones en matière d'accès au financement et dans ce contexte. Oui et non. Je pense en termes de politique, en termes d'accompagnement des ICC, je pense que la plupart des pays africains, des États africains aujourd'hui, ont adopté une optique ICC dans leur politique culturelle, peu importe s'ils sont francophones, anglophones, lusophones ou arabophones. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup plus des marchés africains anglophones, notamment les marchés des ICC au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya et des fois les Ghana. Donc, si on prend par exemple les rapports qui est intitulé Africa Entertainment and Media Outlook, donc qui est produite tous les 4 ans par PwC. Ces rapports ne couvrent que l'Afrique du Sud, le Nigeria, les Kenyans. Donc, ce sont des marchés qui attirent plus d'attention, ils ont plus de données, ils attirent plus d'investisseurs privés. Et là où les pays anglophones, peut-être, cet état de fait est peut-être dû au fait que les pays anglophones, à cause du poids d'anglais dans le monde digital, ils ont plus de facilité pour exploiter efficacement les potentiels offerts par les marchés digitaux. Donc, les contenus des pays africains anglophones, qui souvent sont par ailleurs en anglais, mais pas toujours, hein, ils ont une plus grande découvrabilité sur les plateformes. Donc, ça veut dire qu'ils ont plus de viralité, ils arrivent à plus d'écoute plus vite ou plus de vues plus vite que les contenus dans d'autres langues. Ces pays anglophones, ils attirent, ils ont un marché de publicité sur Internet qui est plus grand. Et aujourd'hui, en fait, c'est cette économie-là, la publicité sur l'Internet, qui attire et détermine les taux de monétisation. Donc, par exemple, si on regarde la monétisation par YouTube, sur les 13 pays africains où YouTube permet la monétisation, il y a un seul pays francophone, c'est le Sénégal. Les autres pays sont soit anglophones, soit arabophones, parce que le marché arabophone aussi a une certaine dynamique qui tire
vers le Moyen-Orient avec les pays d'Afrique du Nord. Donc, concrètement, ça veut dire que les entreprises culturelles francophones ou lusophones qui sont dans les filières qui sont extrêmement dépendantes des économies numériques aujourd'hui, donc musique, film, gaming, ils sont à un désavantage par rapport à la rentabilité qu'ils peuvent espérer de leur activité streaming à cause de ces différentes problématiques que je détaillais. Donc, en termes de mesures, peut-être, cela veut dire que les États francophones et lusophones, notamment, doivent prêter une attention particulière au développement de leur économie numérique. Aujourd'hui, il y a une grosse partie du développement des ICC qui va main en main avec le développement de l'économie numérique. Donc, il faut que l'Internet soit abordable, soit accessible et soit de qualité pour pouvoir promouvoir la consommation par les streamings et surtout les streamings payantes. Il faut aussi des actions concertées pour convaincre les grandes plateformes pour activer la monétisation dans beaucoup plus de pays africains. Donc, il faut en gros agir de manière volontariste pour s'assurer que la fracture numérique ne devienne pas aussi une fracture culturelle avec cette capacité de, je ne me rappelle plus le terme que Lucas utilisait tout à l'heure, d'autofinancement que les digitales offrent qui reste inaccessible à la plupart des pays non anglophones. Et heureusement, il y a des exemples qui montrent que c'est possible, même pour un pays à faible population comme les Cap-Verts. Donc, les Cap-Verts a investi énormément dans la digitalisation ces dernières années, avec en plus de financement pour des startups digitaux, y compris dans des secteurs ICC comme le gaming ou la musique. Et aujourd'hui, on voit que le pays est en train de devenir un petit hub pour les gaming. On voit des sociétés de gaming d'autres pays africains qui s'installent là-bas à cause de bonnes conditions d'accès à Internet. Donc, voilà, c'est possible de s'adresser à cette question de fracture numérique pour que les pays non anglophones arrivent à aussi entrer dans cette dynamique de revenus générés par les streaming qui après ouvre d'autres portes parce qu'au Nigeria, on a déjà des exemples de financières, soit par crédit, soit par equity, qui ont pris les royalties du streaming ou les royalties de streaming anticipé comme garantie. Donc, ça ouvre un accès au financement beaucoup plus large. Et pour l'instant, on a très peu de ces dynamiques dans les pays francophones. Intéressant. Par contre, oui, pardon, oui. Oui, pardon. Juste pour dire, de l'autre côté, je pense il y a peut-être plus d'exemples inspirants venant de pays non anglophones sur comment financer la culture de manière à assurer la démocratisation de la culture, comment assurer que la culture soit accessible à tous les pans de la société, riches, pauvres, milieu urbain, milieu rural. Je pense là, il y a beaucoup plus de mesures publiques venant des pays arabophones et francophones que des pays anglophones. Donc voilà, il y a des choses à prendre de deux côtés. Très bien. Vous avez cité le Sénégal, justement, comme étant une exception dans le pays francophone. Quelles seraient en fait les spécificités? Comment on peut aborder ça comme cas d'étude? Alors, je laisse peut-être Luc confirmer, comme il habite au Sénégal, mais en fait, il paraît que la monétisation par YouTube au Sénégal, c'est un peu un cas d'hasard parce qu'il y avait un fonctionnaire sénégalais, un employé sénégalais, un OCAD sénégalais à Google
à l'époque. Et donc, voilà, Sénégal a été monétisé. Oui, justement, oui, je peux confirmer cela, c'est que dans les 13 pays, donc, comme disait Yari, le Sénégal, le pays francophone où YouTube est monétisé, c'est vrai qu'il y a eu très tôt une grosse dynamique de ce fonctionnaire, Tidiane Dème, travaillait pour Google, et donc qui a aussi permis justement cette approche, cette volonté politique-là aussi, pour que le Sénégal soit monétisé. Mais ce qui est intéressant dans ce que Yari dit, dans l'approche qu'elle a donnée, justement dans cette différence pays anglophones et pays francophones, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas allée sur l'approche linguistique, tout simplement. Cette approche, elle est sur justement les mécanismes de monétisation. Et l'exemple que je voudrais donner, c'est Nigeria, très grosse population, donc potentiel consommateur. Et quand on regarde la RDC, pays francophone, très grosse population aussi, mais qui n'arrive pas à capter cette opportunité de la consommation par sa population. Et donc, voilà pourquoi des approches, et l'approche du Cap-Vert est intéressante, petit pays, mais qui devient un hub sur le gaming. Et donc, c'est pour dire que on peut utiliser dans chacun des pays des indicateurs, même s'ils sont défavorables pour d'autres secteurs, mais on peut les utiliser dans les ICC comme des opportunités. Et le numérique en est un. Aujourd'hui, la monétisation, c'est vrai qu'on parle des revenus du streaming. On voit certains pays en bénéficient, mais d'autres qui ont pourtant cette capacité de consommation. Le nombre de likes, pour donner un exemple très simple, le nombre de likes des millions de personnes qui ont RDC compte pour du beurre. Ils ne comptent pas alors qu'ils sont nombreux. C'est une diaspora qui est très suivie, qui suit la musique. Donc, il faudrait qu'elle puisse pouvoir cliquer d'un autre pays où c'est monétisé pour que ça rapporte des revenus. Et donc, voilà, c'est une approche vraiment intéressante. Et le Sénégal a cette chance-là de faire partie de ces pays-là. Et beaucoup d'autres secteurs commencent à se développer aussi. La position géographique du Sénégal fait en sorte qu'il y a quand même une attention particulière qui est faite sur beaucoup de secteurs des ICC. Et il y a des locomotives, des artistes de renom, dans tous les secteurs, que ce soit dans la mode, dans le cinéma, dans la musique. Il y a cette locomotive-là qui va permettre aussi de pouvoir apporter une autre dynamique. Et après, c'est une question de stratégie. Et on voit bien ce qui est en train de se développer au Bénin. Pamela nous en parlera, cette volonté politique au niveau du Bénin pour créer des hubs, pour créer des incubateurs, pour créer des pôles, en tout cas, de création, de production, et en utilisant des technologies qui sont là. Aujourd'hui, si on vous dit que beaucoup de marques étrangères commencent à produire au Bénin, donc cela veut dire que ce potentiel, que cela est possible. Très bien. Et quels sont les mécanismes qu'il faudrait peut-être créer ou renforcer pour faciliter les financements des ICC? Les mécanismes, il y en a beaucoup à créer. Je dis toujours qu'un des mécanismes souvent qu'on oublie, c'est les accords de coopération bilatérale et multilatérale. Ces accords sont importants pour pouvoir aller capter pour le secteur aussi des ressources. Et mettre à la disposition ces ressources peuvent aider à des investissements. Il y avait tout à l'heure quand elle disait il y a des secteurs d'activité ou des sous-secteurs qui ont besoin d'un gros investissement de départ. Le gaming ou et même le cinéma, c'est de gros investissements de départ. Il y a d'autres sous-secteurs, ce n'est pas forcément au départ où ils ont besoin d'investissement. C'est dans la structuration, les faire passer à l'échelle, et à ce moment-là, à la fin, ils ont besoin d'investissement. Donc le financement peut venir plus tard. Et ce que je disais, les circuits de rentabilité ne sont pas les mêmes pour chacun des sous-secteurs. Et donc aujourd'hui, les mécanismes, moi je continue à prôner que l'idée de financement sectoriel sont importants parce qu'on précise, on est dans l'entonnoir et on va impacter un maillon de la chaîne de valeur. Ça, c'est important. La question où on échappe, où beaucoup de revenus échappent encore, c'est les questions de propriété intellectuelle. Et la question de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur qu'on n'arrive pas à capter, pour beaucoup de créateurs, passe tout simplement par la gestion collective.
Et si la gestion collective, tous les mécanismes de la gestion collective dans chacun des pays n'est pas vraiment, ne fonctionnent pas correctement, eh bien, il y a un manque à gagner énorme. Et malheureusement, ce manque à gagner peut être utilisé et capté ailleurs par d'autres personnes, et quelquefois de manière illégale. De manière illégale. Et donc ça, dans ces mécanismes, l'État devrait permettre justement, parce que c'est l'État qui donne des agréments, c'est l'État qui permet de créer cet environnement favorable justement au développement des ICC, de réfléchir à ça, de s'assurer que les mécanismes de gestion collective fonctionnent bien, de s'assurer que les statuts de l'artiste soient en bonne et due forme et soient vraiment mis en œuvre pour que les créateurs, tous les gens qui travaillent dans les ICC soient considérés comme de réels employés, comme des salariés, enfin, je ne dirais pas salariés parce que les mécanismes sont peut-être différents, mais cette présomption, en tout cas, d'être employé avec une sécurité sociale derrière, avec de la retraite derrière. En tout cas, ce sont ces mécanismes-là qu'il faudrait réussir à mettre en place pour que l'économie des ICC soit le plus valorisée possible et qu'il soit visible aujourd'hui avec les statistiques dont on parle. Merci Luc. Je pense que nous avons reçu une question du public. Alors, quelles sont les clés pour monter un dossier solide et accéder au financement et accompagnement dans le secteur culturel? Donc là, ce serait intéressant d'avoir l'avis de chercheuse, de l'expert et aussi de l'entrepreneur. Alors, moi, je dis toujours, monter un dossier solide pour accéder au financement dans l'accompagnement du secteur culturel, c'est déjà avoir quelque chose de solide dans l'activité elle-même. Et je pense que quand on a une activité productrice de revenus dans les industries culturelles et créatives, il faut en maîtriser donc, ce modèle économique-là déjà, parce que quand on monte un dossier de financement, on va convaincre des partenaires à investir. Et ça dépend de quel partenaire. On a des partenaires qui ont besoin qu'il y ait cette rentabilité-là, qu'elle existe. On a besoin, pour certains, des partenaires qui veulent qu'il y ait l'impact social, l'impact sur, sur les questions de genre. Et donc, il faut toujours un dossier solide, c'est celui-là qui correspond justement aux partenaires que nous avons en face. Donc, il peut différer. On ne va pas faire le même dossier pour un partenaire pour des subventions ou un partenaire qui veut intervenir dans le modèle économique avec une rentabilité. Donc, pour moi, c'est déjà l'activité elle-même qu'il faut consolider, qu'il faut comprendre elle-même avant d'accéder au financement et à l'accompagnement du secteur culturel. C'est déjà ce dossier de base-là. Et après, il faut l'adapter aux besoins, aux objectifs même du partenaire que nous avons en face. Très bien. Donc, le narratif change, le discours, le jargon utilisé aussi pour être adapté selon besoin, je suppose. Totalement. Totalement. Bien. Pamela, un ajout en ce sens? Oui, alors, je confirme totalement je confirme totalement ce que Luc vient de dire. Déjà, il faut maîtriser vraiment son activité. Donc, si vous faites par exemple comme moi de la production de vêtements, il faut pouvoir montrer aux partenaires, aux futurs partenaires que vous maîtrisez tout le processus et que vous maîtrisez justement votre activité. Et aussi, il faut leur montrer la capacité de votre équipe sur le plan technique à pouvoir justement répondre à la demande que vous avez sur le marché et à la demande future que vous voulez générer de ce partenariat-là. Et c'est très important de pouvoir les convaincre parce que eux, certes, ils investissent ils vont investir peut-être dans votre entreprise parce qu'ils estiment qu'il y a des opportunités là au niveau de l'entreprise, mais c'est surtout votre équipe qui va, on va dire, porter justement la vision de l'entreprise. Donc, il faut pouvoir les convaincre que votre équipe est capable, a les compétences nécessaires pour pouvoir justement porter cette vision-là. Et au-delà de ça, bien sûr, il faut aussi leur montrer que vous avez une bonne capacité de gestion. Donc, de pouvoir se dire, oui, on a telle équipe et tout, mais en même temps, on a dans notre vision future telle opportunité de partenariat, telle opportunité de collaboration pour pouvoir justement consolider ce que nous savons déjà faire et acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir mieux briguer le marché. Donc, c'est justement pour avoir tous les éléments pour pouvoir les rassurer et leur dire que oui,
nous pouvons justement arriver, parce que nous avons certes une vision, mais nous avons non seulement la vision, l'équipe, nous savons quelles sont les étapes pour atteindre cette vision-là, et nous savons aussi quels sont les risques, quels sont les différentes menaces du marché. Nous maîtrisons notre marché et nous savons comment justement arriver à être parmi les meilleurs de notre secteur. Je pense que c'est important de pouvoir mettre en avant tout ça. Et au-delà de ça, montrer justement aux futurs partenaires que vous êtes dans leur vision. Parce que eux, ils sont dans une certaine vision et ils cherchent des entreprises qui sont dans cette lignée-là. Et c'est justement dans ce sens que je suis complètement d'accord avec Luc lorsqu'il dit qu'il faut pouvoir adapter votre dossier aussi en fonction de la personne, de la structure d'accompagnement des potentiels investisseurs que vous avez en face. Donc, votre dossier, si ce sont des personnes qui veulent vous accompagner dans la croissance de votre entreprise, n'a pas la même connotation qu'un dossier qui va dans le sens d'une structure d'accompagnement qui est plus portée sur l'impact sur l'environnement, par exemple. Donc, ça dépend vraiment de la structure que vous avez en face. Mais il faut dire quand même que l'essence même de l'entreprise, c'est-à-dire sa vision, son équipe, ses objectifs, ne changent pas vraiment, mais c'est ce que vous mettez en avant dans le dossier qui change en fonction de ce que nous avons, de qui nous avons en face. As-tu des recommandations concrètes à proposer? Des recommandations concrètes, je reviens toujours sur d'avoir une vision claire, parce que les gens ne vont pas investir dans votre entreprise si vous ne savez pas où vous allez. Donc, vraiment d'avoir une vision claire, de pouvoir bien la formuler et ensuite de montrer que vous maîtrisez votre marché. Voilà, que vraiment vous maîtrisez le marché sur lequel vous êtes ou que vous comptez aller. Et ensuite, que vous avez l'équipe qu'il faut. Ou même si vous n'avez pas encore l'équipe, que vous savez quelles compétences vous seront nécessaires pour y arriver et que vous avez même déjà identifié ces compétences-là et qu'il ne vous faut par exemple que le financement pour pouvoir aller dénicher ces compétences-là, pour pouvoir avoir une équipe forte qui vous amènera justement à réaliser votre vision. Et au-delà de ça, de maîtriser tout ce qui est aspect technique. Si vous êtes dans la production, de maîtriser vraiment tous les rouages de la production. Si vous êtes dans la distribution, pareil. Si vous êtes dans la mode également, de pouvoir vraiment montrer que vous maîtrisez tous les rouages de votre secteur d'activité. Merci beaucoup, Pamela. Alors, il y avait aussi une autre question, mais comment équilibrer viabilité économique et impact culturel dans un projet? Je pense que c'est l'un des plus gros challenges des ICC, des entreprises dans les ICC, parce que l'impact culturel, il est clair. Souvent, dans la plupart des entreprises, il est clair. On sait ce qu'on veut apporter. On sait la plus-value de notre proposition de valeur dans le marché, dans l'espace culturel de notre pays, de notre sous-région et même sur l'aspect international. Après, c'est de pouvoir se dire, au-delà de cette vision dans l'aspect culturel, comment est-ce que en même temps j'impacte sur le plan culturel, mais en même temps je construis dans ce même processus-là une entreprise solide et viable dans le temps. Et dans ce cadre-là, c'est pour ça que je vais revenir sur l'accompagnement technique et financier. Parce qu'il ne faut pas seulement avoir de l'argent à disposition, c'est-à-dire on a obtenu une subvention, on a obtenu un prêt, etc. Mais il faut savoir aussi comment dépenser de manière stratégique cet argent-là pour pouvoir vraiment construire une entreprise solide. Et pour ça, il faut pouvoir avoir des accompagnements techniques. Il faut pouvoir avoir, par exemple, des experts financiers qui vont vous aider vraiment à construire votre modèle financier, à pouvoir vraiment maîtriser votre modèle financier et à prendre des décisions financières qui vous permettront d'être solide et viable dans 10, 20, 30 ans.
Et au-delà de ces experts financiers, il y a également les experts techniques. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur la scène internationale, pas que dans nos différents pays, on a la chance aujourd'hui de pouvoir être au Bénin, par exemple, et faire appel à un expert qui est au Maroc, qui est même en France, etc. Mais de pouvoir identifier ces experts-là et d'identifier la plus-value qu'ils nous apportent dans la structuration de notre modèle économique. Donc, voilà. Nous, par exemple, pour l'aspect financier, on a fait appel à un expert dans la structuration financière, ce qui nous permet aujourd'hui de vraiment maîtriser tous les aspects financiers de l'entreprise et de nous dire, voilà, dans 6 mois, si nous voulons prendre telle décision d'investissement ou telle décision financière, quels seront les impacts clairs sur la structure financière de l'entreprise. Et ça, c'est important également. Au-delà de ça, il y a également les experts techniques qui vont vous aider à vraiment modeler et à structurer votre processus de création de richesse. Chez nous, par exemple, c'est l'atelier de production de vêtements et de pouvoir vraiment structurer et calibrer le processus de fonctionnement de cet atelier de production, tant au niveau des équipements que des équipes également, pour pouvoir vraiment maîtriser tout ça. Et c'est pour ça que c'est tout ça justement qui contribue à pouvoir maintenir l'impact économique et en même temps l'impact culturel. Merci beaucoup, Pamela. Y a-t-il d'autres recommandations de Luc et Yari? J'allais peut-être contribuer une citation d'un des fondateurs de Triggerfish Animation Studios en Afrique du Sud. Donc, c'est un des success stories justement qui est couvert dans la publication de Proparco. Donc, c'est une des plus grosses studios d'animation africaine. Et donc, il dit que si ce n'est que du commercial, votre talent vous quittera. Et si ce n'est que du créatif, tu vas fermer boutique. Donc, en fait, cette question de l'équilibre entre créativité culturelle et la viabilité économique, c'est toujours présent. Je pense que toutes les choses que Pamela a dites sont hyper importantes. Après, quand on travaille sur plusieurs secteurs, on constate qu'il y a certaines filières où c'est plus facile de trouver des personnes qui sont à la fois créatives et entrepreneuriales. Dans le secteur de mode, souvent, on arrive à trouver dans la même personne ces deux compétences. Dans d'autres secteurs, c'est beaucoup plus rare. Et donc, il faut aussi avoir cette honnêteté, cette regard sur soi pour analyser froidement ses compétences. Est-ce que j'ai que des compétences artistiques? Est-ce que j'ai que des compétences business? Et après, s'entourer de bonnes personnes, soit en termes d'équipe permanente, soit, comme Pamela a évoqué, en faisant appel à des experts pour venir renforcer les capacités. Parce qu'il faudra quelqu'un qui regarde les côtés économiques, mais sans les côtés constants des contributions culturelles, de la créativité, vous allez aussi pas proposer des produits culturels intéressants. Bien sûr. Merci, Yari. Luc? Oui, ben, la phrase de Yari, la citation de Yari résume tout. Absolument. Résume tout. Et juste pour dire que, effectivement, un projet culturel n'en est pas un s'il ne véhicule pas d'identité culturelle, s'il n'apporte pas une solution culturelle. Et un produit culturel, justement, dans cette démarche, ne sera pas durable si on ne réfléchit pas aussi à la viabilité économique. Donc, les deux vont ensemble. Et malheureusement, on a des projets très, très créatifs, mais qui meurent, qui n'arrivent pas à se développer. Et on a des entreprises qui ont cette capacité-là et où il y a une faiblesse sur la créativité. Donc, cet équilibre-là est effectivement important, surtout quand on va s'adresser à des partenaires. C'est ça la plus-value. Cette capacité à dire on impacte, on véhicule les identités, on apporte des solutions culturelles, mais aussi on crée de l'emploi. On investit et on fait vivre des familles, on fait vivre des populations et en tout cas, on participe à l'économie du pays.
Je pense que les ICC, c'est vraiment ça leur grosse particularité. Donc, dans la demande de financement, dans vos projets, vous pouvez toujours rechercher cet équilibre-là, qui n'est pas évident quelquefois. Bien sûr, voilà pourquoi on a besoin que ce soit formel, on a besoin que, voilà, qu'il y ait des investissements, que l'État intervienne de temps en temps. Eh bien, la vie de l'entrepreneur, c'est toujours ça. Et on dit toujours que même les plus grosses entreprises, souvent les plus grosses entreprises sont les plus endettées. Mais la stratégie est qu'on va s'endetter pour créer de la valeur et les choses finissent par s'équilibrer. Merci beaucoup, Luc. Nous arrivons presque au terme de ce panel. Moi, j'ai retenu quelques points clés. J'aimerais en fait voilà, repartager. Luc, c'est très important parce que tu as ouvert ce panel avec une citation qui m'a beaucoup inspirée. C'est que la culture n'est pas un bien comme les autres. Donc ça, c'est très, très important de le mentionner. Évidemment, elle est porteur de richesse, elle est génératrice de revenus, mais ce n'est pas un bien comme les autres. Donc, elle porte des dimensions à la fois identitaires, sociales et économiques, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, l'importance de l'accès aux données et statistiques est primordiale. Le financement adapté par filière, donc chaque secteur a ses spécificités, durée de rentabilité et niveau de risque. L'innovation et la diversification des sources de financement, elle est importante aussi, essentielle. Luc, tu as parlé de crowdfunding, le renforcement des capacités et l'accompagnement technique pour structurer les projets, le rôle des pouvoirs publics, création de fonds nationaux. On a énuméré 20 pays qui sont africains qui justement offrent des fonds nationaux. Donc, merci Harry pour l'information. L'importance de la coopération publique, privée et société civile. L'importance de la propriété intellectuelle, c'est revenu à plusieurs reprises, donc protection des droits moraux, mais aussi patrimoniaux. La nécessité de former des acteurs capables de gérer, développer et investir dans leurs projets. Donc, cela va de soi pour durer dans le temps. J'ai aussi noté que l'anglais, comme langue de communication, jouit d'une meilleure découvrabilité. Donc, ça pourrait aussi orienter et influencer peut-être des porteurs de projets, à savoir peut-être diversifier leur communication, les langues utilisées pour leur communication. Le numérique est une des plus grandes opportunités dans le secteur ICC en Afrique aujourd'hui. Les mécanismes et les accords de coopération aussi sont très importants. La propriété intellectuelle, je l'ai notée à plusieurs reprises parce qu'elle était redondante, donc elle reste essentielle. On a aussi abordé la question en fait d'un bon dossier solide et personnalisable pour approcher les financeurs. Et il doit aussi en fait avoir une vision claire, une maîtrise du marché, l'équipe et compétences bien définies, et pour pouvoir aussi montrer qu'on maîtrise toute la chaîne technique et la chaîne de production. Si j'ai oublié quelques points, vous m'en excuserez, c'était très très riche, il y avait beaucoup d'informations à noter. Je vous remercie beaucoup, Yari, Luc, Pamela, c'était très riche, c'était très très intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris votre contact. Je vous laisse un petit mot pour la fin. Je commence à ma droite, il y a Pamela. Alors, pour conclure, je dirais que la créativité, oui, mais la durabilité est tout aussi importante. Donc, je dirais beaucoup de courage à mes congénères entrepreneurs, à mes confrères entrepreneurs dans les ICC. Et je dirais également que merci à tous ces partenaires-là qui nous accompagnent quand même au quotidien dans la réalisation de notre vision et dans l'enrichissement, on va dire, dans la richesse justement de ces entreprises culturelles sur le continent africain. Et merci à nos cultures, merci à tous ces programmes comme Afrique Créative et voilà, que vive la culture africaine. Merci Pamela. Luc? En tout cas, je voudrais remercier justement pour cette invitation et cette opportunité d'échanger sur ces questions sur les ICC. Et je pense que c'est important qu'on ait des moments comme ça d'échange parce que la question, elle est cruciale, mais les résultats des programmes qui sont mis en œuvre sont là aujourd'hui et c'est ce qui nous permet justement de pouvoir faire ces travaux, ces tests d'impact sur lesquels Yari Camara
travaille énormément, nous montre justement qu'il y a de l'impact, que c'est possible. Et donc, je voudrais continuer à remercier en tout cas Africalia pour son action sur les ICC sur le continent et souhaiter bien sûr bon anniversaire, parce que ça fait 25 ans. Et je pense que c'est des exemples à suivre pour les ICC en Afrique. Il faut continuer à créer ces programmes-là pour pouvoir apporter justement cet accompagnement à des entrepreneurs comme Pamela que nous avons ici, que je félicite encore pour son travail. Merci. Merci Luc. Yari, à toi le mot de la fin. Merci beaucoup Leïla, merci beaucoup à Africalia pour cette invitation à participer sur ce panel, en plus avec Luc et Pamela que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Cotonou il y a quelques mois. C'est une responsabilité lourde d'avoir les mots de fin. Peut-être je vais juste inviter nos auditeurs et d'autres qui vont écouter par la suite, qui sont intéressés à aller un peu plus loin sur les différentes thématiques qu'on a abordées. Je voudrais les inviter à lire les premières brochures qu'Africalia a produites il y a 3-4 ans, intitulé « Investir dans les ICC en Afrique ». Et là, on a donc décliné certains arguments dont on a parlé de la plupart pendant ces forums. Et aussi, on est revenu sur certaines spécificités des ICC. Et là, on prépare à lancer au mois d'octobre la suite du premier livret. Pour l'instant, l'intitulé, les titres en anglais est What Next for Investment in African CCIs, donc quelle est la suite? Et donc là, on regarde un peu qu'est-ce qui a changé dans les paysages d'investissement. Heureusement, il y a de bonnes nouvelles, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, il y a de bonnes nouvelles. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer que cette nouvelle dynamique, parce qu'on voit quand même, il y a de plus en plus d'acteurs qui s'intéressent aux ICC en Afrique. Donc, il y a déjà une diversification. Ce n'est plus que des États et puis la coopération bilatérale. Il y a des banques d'investissement, il y a des instituts comme Brookings Institute aux États-Unis qui commencent à s'intéresser à ces secteurs. Donc, il y a une diversification d'acteurs, d'appui. Voilà, qu'est-ce qu'on peut, quelles sont les bases des compréhensions du secteur qu'il nous faudra pour avoir des approches qui arrivent à couvrir toute la panoplie, parce que cette diversité que Luc a évoquée entre les modèles économiques, les rentabilités, les modèles de rentabilité des sous-filières, c'est hyper important pour pouvoir construire un financement idoine et donc durable pour les différentes entreprises du secteur culturel et créatif. Merci beaucoup, Yari. Rappelons que ce panel est co-organisé par Africalia et le Forum culturel, une collaboration qui s'inscrit dans le cadre du 25e anniversaire d'Africalia. Donc, souhaitons un joyeux anniversaire à Africalia, longue vie pour ce beau projet, pour ce bel organisme. Moi, je vous dis à très bientôt pour un autre forum culturel.